J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à mes étudiants, dans mes cours sur l'histoire de la colonisation, que lorsque j'étais enfant, on nous racontait, et c'est ce qui était d'ailleurs écrit dans les manuels scolaires, une histoire qui était celle qui était déjà enseignée à mes grands-parents. Il s'agissait donc d'une histoire immobile, celle donc de la colonisation du Congo par la Belgique. Cette histoire n'avait pas de fondement, ou plus exactement, elle partait d'une intention. Il s'agissait d'un récit, et non pas d'une histoire, profondément idéologique, qui était d'autant plus aberrante, si je puis dire, que l'on nous expliquait que les Belges étaient partis coloniser le Congo pour apporter la civilisation. C'est ce qu'on racontait aussi, bien sûr, en France, en Angleterre ou aux Pays-Bas, à propos de leurs colonies respectives. Alors que, lorsque Léopold II commence l'aventure coloniale, le terme aventure est évidemment ici un euphémisme, on peut parler de banditisme, en 1885, à partir de la conférence de Berlin, il s'agit bien sûr de faire des profits dans une optique purement capitaliste, et que jusqu'en 1919, l'enseignement primaire n'est pas obligatoire en Belgique. Donc il y a un retard de la Belgique par rapport à la France qui est quand même assez conséquent, puisqu'en France, grâce aux lois de Jules Ferry, depuis 30 ans, il existait déjà une école primaire laïque et gratuite, publique. Donc, les missionnaires étaient partis pour enseigner aux petits Congolais, alors que la Belgique elle-même, pour une grande partie de ses habitants, sortait à peine de la préhistoire au sens étymologique du terme. Aujourd'hui même a été commémoré l'assassinat du premier ministre congolais après l'indépendance, Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961. C'était donc le 60e anniversaire de son meurtre. Un meurtre politique, entendons-nous bien. Dans ce cadre, le Parti communiste de Belgique m'a invité à présenter une courte intervention, car il y avait d'autres orateurs, à présenter donc un exposé sur les intérêts belges, les intérêts financiers belges au Congo. C'est ce texte que je vais vous lire maintenant. J'espère qu'on y verra apparaître, d'une part, après une analyse relative aux aspects financiers, c'est-à-dire quels ont été les rendements, je dirais, des investissements belges au Congo, après avoir aussi vu ce qui, de l'autre côté de la balance, peut être exprimé en coûts. On verra également quel a été le rôle de l'État
dans ce processus, j'insisterai sur les aspects idéologiques de cette histoire qu'on nous racontait et qui ne correspondait pas du tout à la réalité. Les Congolais étaient donc pris dans un processus de domination, d'exploitation. Quant aux petits Belges, ils étaient endoctrinés dans le cadre d'une idéologie qui conduisait à l'aliénation. Voici donc le texte de mon intervention. En 1946, Pierre Ryckmans, le gouverneur général du Congo belge, affirme que de 1927 à 1939, les sociétés belgo-congolaises ont réalisé 7,8 milliards de bénéfices nets pour un total de capitaux versés de 7,2 milliards de francs. Pendant ces 13 ans, la colonie a versé 5,3 milliards de dividendes aux actionnaires belges. Et une étude de la Banque centrale du Congo belge, créée en 1951-52, constate qu'entre 1951 et 1956, le pourcentage des dividendes des sociétés exploitant en Belgique oscille entre 4,4 et 5,3%. Alors qu'au Congo, ces pourcentages fluctuent entre 11,6 et 13,1%. Pas de commentaire. En 1951, environ la moitié des revenus sur investissement étranger engrangés en Belgique proviennent de la colonie. 2,5 milliards sur un total de 5,4 milliards. 3 ans plus tard, en 1954, la valeur boursière des entreprises coloniales s'élevait à 41% de la valeur globale des actions cotées en bourse de Bruxelles. N'oublions jamais que les pouvoirs publics ont joué un rôle décisif dans la création des grandes entreprises coloniales. Il ne sera pas question ici du rôle bien connu de la Société Générale de Belgique, de l'Union minière, parce que je tiens à m'en tenir à un certain nombre de généralités pour comprendre le processus lui-même. D'importantes prises de participation et diverses aides financières étatiques ont été nécessaires pour pousser les capitalistes belges à investir au Congo. Il en est résulté une interpénétration des secteurs publics et privés. Voilà pour les profits où intérêts de la bourgeoisie et intérêts de l'État sont inextricablement liés. Parler d'État bourgeois n'est donc pas un dérapage langagier, mais bien une réalité. Maintenant, deuxième point, après avoir parlé de rendement, qu'en est-il des coûts? Le citoyen belge n'a pratiquement rien payé pour la soi-disant œuvre de civilisation entreprise dans sa colonie. C'est le Congo lui-même qui a fourni l'essentiel de ses moyens. Travailleurs et habitants congolais soumis à l'impôt
taxes payées par les entreprises ou les autres secteurs économiques présents au Congo, donc indirectement par les travailleurs congolais eux-mêmes, bien sûr, droits de douane, etc. Un point de comparaison assez éclairant. Le seul budget des pensions, dont le montant en 1956 est de l'ordre de 12 milliards et demi, représente annuellement pour la Belgique une charge financière correspondant à moins du double que celle que le Congo a occasionnée, tenez-vous bien, en 70 ans. Ce n'est qu'à la veille de l'indépendance, in extremis donc, que le budget de l'État belge prévoit une aide financière à sa future ex-colonie, un demi-milliard en 1959 et 2,7 milliards en 1960. On l'aura compris. La colonisation du Congo fut entreprise non pour des motifs diplomatiques, religieux ou autres, mais pour faire des bénéfices, bien sûr. Il est clair que les menées de Léopold II, dont la statue équestre défie ce square, qui porte le nom de Lumumba, à 150 mètres, ne laisse planer aucun doute. Son action, soi-disant civilisatrice, ne fut qu'un prétexte pour promouvoir et voiler ses objectifs capitalistes. C'est la fonction d'une idéologie que de cacher et de légitimer des intentions dominatrices et prédatrices. Il est évident que les entreprises belges ne s'y sont pas installées pour participer au, entre guillemets, développement du Congo. Seuls les profits les intéressaient. Quant à leurs actions, à leur action prétendument sociale, logement, dispensaires, écoles, il est significatif qu'elle est absente dans les débuts de leurs activités. Ce n'est que plus tard que cette action apparut comme sous-produit de considérations productivistes. Les hôpitaux furent des garages pour réparer la main-d'œuvre dont on avait besoin. Les écoles pour dispenser uniquement les rudiments, la lecture, l'écriture, le calcul, qui pouvaient servir aux Belges dans leurs entreprises ou comme petits fonctionnaires. Quant au logement, il permettait de fixer les Congolais à bon marché, à proximité immédiate de leur lieu de travail. Autrement dit, cette action sociale, on le voit bien, était soumise aux impératifs du rendement, aux impératifs du capitalisme. Enfin, les voies de communication, chemins de fer, routes, étaient évidemment destinées à l'acheminement des marchandises de l'intérieur du pays vers la côte, donc vers l'extérieur, et non pas au développement économique du pays, donc au bien-être de sa population. Après l'indépendance, les grands capitalistes belges ont espéré poursuivre leur activité dans l'ancienne colonie. Ils ont maintenu l'appareil productif en état de marche, sans toutefois y apporter des capitaux frais venant de Belgique. À partir de la fin des années 1960, les investissements belges au Congo ont disparu par pans entiers. Un repli à la fois forcé et voulu.
certaines entreprises belges ont continué, en y achetant principalement du diamant, de l'or, des métaux non ferreux, ou en y vendant surtout des produits métallurgiques, mais ce commerce a pratiquement disparu dans la dernière décennie du XXe siècle. Parallèlement, toujours après l'indépendance, les Américains savaient qu'ils avaient gagné le second conflit mondial grâce à l'uranium du Congo et que seuls le Congo et la Russie possédaient des gisements de cobalt nécessaires pour la fabrication des missiles et autres armes. Ils savaient aussi, par conséquent, qu'ils ne pouvaient abandonner le Congo à l'URSS. Pour rédiger, penser cette intervention, porte de Namur, puisque c'est là que se trouve le square Lumumba, qui a été débaptisé de son nom initial récemment. Précédemment, il s'agissait du square du Bastion. Je vous ai dit qu'il y a à 150 mètres la statue équestre de Léopold II, en face d'une banque d'ailleurs, et derrière les jardins du Palais Royal, une statue de Léopold II massive qui est régulièrement badigeonnée de rouge, en souvenir, si je puis dire, de ce qui s'est passé au Congo. Mais il n'y a toujours pas de statue de Patrice Lumumba au square du Bastion. Au square Lumumba, justement, maintenant. Donc, pour écrire ce petit texte, je me suis basé sur un certain nombre de lectures que j'avais faites auparavant, et plus particulièrement sur une synthèse essentielle, celle de Guy van Thems, professeur à la Vrije Universiteit Brussels, c'est-à-dire à l'Université libre de Bruxelles néerlandophone. Il s'agit de la Nouvelle Histoire de Belgique, volume 4, publié aux éditions Complexes en 2007. Voici ce livre dans lequel j'ai abondamment puisé mes informations et les chiffres relatifs aux finances, à la bourse, au rendement, au coût que le Congo a suscité, mais je vous ai dit que la Belgique n'a pratiquement pas sorti grand-chose pour le développement de sa colonie, pratiquement rien du tout, puisque le Congo a dû se suffire à lui-même. Les travaux de Guy van Thems, et en particulier celui, comment dirais-je, les travaux que Guy van Thems a utilisés pour sa synthèse, sont en partie dus aux recherches de celui qui fut mon professeur à l'Université de Bruxelles, Jean Stengers. Jean Stengers qui a publié un recueil d'une partie de ses articles sur le Congo. Il faudrait d'ailleurs peut-être publier son gros ouvrage intitulé « Combien le Congo a-t-il coûté à la Belgique ?» c'est-à-dire pratiquement rien. Jean Stengers a donc publié aux éditions du Culot, à la fin des années 1960, je crois que c'est 80, je crois que c'est en 87, en 89 par contre, Jean Stengers a publié un volume intitulé « Congo, mythe et réalité, 100 ans d'histoire ». C'était le grand spécialiste de l'histoire coloniale et de l'histoire du Congo en Belgique.
David Van Reybrouck, Congo, une histoire, c'est un ouvrage qui a eu énormément de succès, c'est un gros ouvrage, près de 850 pages dans la traduction française. C'est un ouvrage publié initialement en néerlandais en 2010 et qui a été publié en traduction française donc chez Actes Sud en 2012. Alors, dans la collection Point au seuil, Africains, levons-nous, c'est un discours de Patrice Lumumba du 22 mars 1959, qui est suivi d'ailleurs de 2 autres discours. C'est un petit recueil, il existe toute une série comme ça de recueils de discours dans cette collection, il coûte 3 €. Ici même, vous trouverez dans ce petit recueil ici 2 autres discours, un de Sékou Touré, du 25 août 58, et un autre beaucoup plus ancien, de Jules Ferry, qui légitime la colonisation, 25 juillet 1885, car Jules Ferry ne fut pas seulement celui qui a instauré l'école primaire, laïque, gratuite, obligatoire, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais ce fut aussi l'un des chantres de la colonisation. De Justice Mpoyo Kasavubu, Sommes-nous décolonisés, chez Labor. Il s'agit de la fille du premier président du Congo indépendant. Ce livre date de 2000. Et enfin, de collègue Brackman, journaliste, spécialiste du Congo, qui pendant 30 ans s'est appelé Zaïre, Le dinosaure, le Zaïre de Mobutu, qui fut donc un dictateur soutenu d'ailleurs par la Belgique, la France, les États-Unis. Il s'agit d'une biographie donc publiée chez Fayard. J'ai dit